Voilà. Bonsoir à tous. Et je vais beaucoup Bonsoir. rire. Voilà. Donc l'idée, ben, on va démarrer avec Dimitri. Vous nous laissez un petit peu de temps pour dérouler, puis dans un deuxième temps, on ouvre les questions. Ça vous va? Ça vous paraît raisonnable? Alors, j'admets un peu de monde. J'accueille encore un peu d'arrivants. Je prépare l'enregistrement. Quand même, ce serait dommage de passer à côté. Où il est passé mon enregistrement? Mais je l'ai pas. Ah, enregistré sur l'ordinateur. Voilà. Bien. Eh ben, on est parti. Dimitri, je suis ravi de t'accueillir ce soir. Ça fait Ouais, un moi moment aussi. qu'on ne s'est pas parlé. J'ai trouvé une bonne excuse et j'ai découvert qu'elle était encore meilleure que ce que je pensais. Donc, je vais vous raconter déjà pourquoi j'ai souhaité avoir Dimitri avec nous ce soir, parce qu'on a eu à échanger à plusieurs reprises sur le travail Mm. qu'il faisait avec des groupes, si j'ai bonne mémoire, à la Pitié-Salpêtrière, euh, Cochin. à Cochin. Tu vois, je bug, hein, c'est à côté. Ouais. C'est pas très loin, mais. Voilà. Parce qu'il travaillait avec des groupes sur les troubles anxieux et en particulier le trouble anxieux généralisé, si j'ai bonne mémoire. Mm. Et puis, eh ben, j'ai d'autant mieux fait de le contacter que j'ai découvert que du coup, il s'apprêtait à publier un bouquin autour de la thématique du stress. Donc, ça va nous faire deux sujets pour le prix d'un, c'est-à-dire pas trop cher. Et, et donc, on va passer un premier temps pour analyser avec toi, tirer parti de ton expérimentation à Cochin sur la manière d'accompagner, alors plutôt en groupe, mais je pense que ça fera aussi écho, d'autant qu'il y avait aussi des accompagnements individuels dans tout ça, Mm. sur les troubles anxieux importants avec l'hypnose. Par contre, je vais vous inviter à couper vos micros, mesdames et messieurs, dans un premier temps, s'il vous plaît, histoire qu'on n'ait pas de bruit parasite pour l'instant. On se parlera, mais un à la fois. Merci. Je vérifie au fur et à mesure. Je laisse entrer les gens qui arrivent. Je vais... Alors, s'il vous plaît, coupez le son. Merci. Comme ça, on n'aura pas de gêne auditive. Voilà. Bien, parfait. On est bon. Du coup, Dimitri, raconte-nous un peu, qu'est-ce que tu as fait à Cochin autour des troubles anxieux en groupe et en individuel et qu'est-ce que tu en as tiré comme leçon? C'est bien Ah, parti avec ça, hein. T'en as pour... ouais, c'est large, 2 heures. Euh, non, en fait, il y a, bah, au niveau de mon travail à Cochin, il y a deux orientations principales. Une orientation qui était une orientation de thérapie individuelle, où du coup, je peux au choix utiliser l'hypnose ou non, avec on va dire, un bon 50-60% de consultations individuelles orientées autour des troubles anxieux. Mhm. Troubles anxieux vraiment très larges. Ça peut être des troubles anxieux généralisés, mais pour le coup, on peut aller plus loin que ça. Et à côté de ça, il y a une deuxième activité qui était la mise en place de groupes, de plusieurs groupes thérapeutiques, et puis notamment d'un groupe que moi j'ai mis en place, qui est un groupe d'hypnothérapie et anxiété, qui est vraiment un modèle que j'ai créé sur 13 séances de 3h30, et vraiment avec l'objectif de travailler spécifiquement avec l'hypnose cette fois-ci, des personnes, des patients qui avaient des difficultés par rapport à l'anxiété. Tu commences par Ça, nous c'est raconter ça, la façon dont tu as protocolé Allez. et structuré ça? Ouais. Et aussi, peut-être Euh, un peu la typologie des troubles anxieux avant, tu vois, déjà peut-être donner une idée parce que tout le monde n'est pas forcément ouais. familier avec tout le champ des troubles anxieux, mais en gros, c'est à peu près tout ce qu'on rencontre en cabinet, hein. Oui, Je dirais complètement. même c'est tout ce qu'on peut a priori accompagner parce que c'est la zone la plus safe Ouais. en fait. Ouais. Oui. Il y a, on va dire sur les troubles anxieux, il y a la catégorisation nous sur laquelle on se base, même si paradoxalement, c'est pas forcément pile ce que j'ai utilisé moi lors du groupe d'hypnothérapie et anxiété. Mais en fait, la catégorisation sur laquelle on se base, c'est du DSM, un peu du manuel de référence psychiatrique. Et là-dedans, on identifie plusieurs troubles anxieux et notamment tout ce qui va être autour des phobies. Je pense que vous pouvez du coup rencontrer, qu'on rencontre nous aussi pas mal. On a peur de la hauteur, on a peur
de se retrouver dans un endroit, je pense à un patient que j'avais, où il n'aurait pas accès aux toilettes. Enfin bref, on peut imaginer plein de choses. Tout ce qui est autour du trouble panique, avec toutes les personnes qui vont faire des crises d'angoisse à répétition, avec un facteur déclenchant ou pas forcément. Et le troisième qu'on voit beaucoup, c'est tout ce qui est autour du trouble anxieux généralisé, qu'on aura plutôt tendance à définir par l'angoisse diffuse, qui est d'intensité variable, mais quand même un peu constamment présente. C'est l'image typique que vous allez avoir, souvent l'exemple qu'on donne, c'est la personne de 40-50 ans qui va s'inquiéter pour comment ça va se passer sur son boulot, puis après sur comment ça va être la route, puis après sur comment ça va se passer avec telle ou telle personne. Bref, beaucoup de sujets anxiogènes et d'anticipation en continu. Ça, Vous c'est un n'avez peu les pas, trois. Ouais. vous avez pas inclus ce qui tournait autour de l'addiction, qui est aussi souvent catégorisé en trouble anxieux, Et justement, les ça, on comportements va dire, addictifs, tout ça. c'est ça. Ça, c'était la base des troubles anxieux. Après, moi, justement, notamment avec la formation d'hypnose et puis plus globalement avec la formation psychothérapeutique, je trouvais ça plus pertinent d'intégrer plutôt des personnes qui se disaient angoissées. Et du coup, là, c'est devenu beaucoup plus large, en fait, sur le groupe. Il pouvait y avoir des addictions, il pouvait y avoir des dépressions, il pouvait y avoir du psychotraumatisme. Ok. T'as une idée du pourcentage sur tes groupes à peu près de ce qu'il y avait à peu près? Oui, de toute façon, tu as fait des Ouais, études, donc tu dois avoir du chiffrage. ouais, ouais, ouais. On est sur, en termes de dépression, alors des fois on avait du bidiagnostic, hein, mais en Oui, termes de dépression, on était à peu près à 1 sur 3. En termes d'addiction, on était à peu près 1 sur 3, même si encore une fois, le bidiagnostic fait que oui, vous bien avez, sûr. voilà. En termes de troubles anxieux généralisés, on était quasiment à la moitié. Et trauma, on était quasiment entre un tiers et la moitié, Ouais. Ce qui est une par façon exemple. de rappeler la place du trauma dans la construction des troubles anxieux, notamment. Et de Ouais, ouais, ouais. l'anxiété dans la consommation les fonctionnements addictifs. Ouais, 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 complètement. Non, c'était vraiment très, très présent. Et justement, c'était assez intéressant nous, souvent à l'hôpital, on a plutôt tendance à vraiment diviser en troubles de manière très spécifique, Mhm. à dire, on va faire un patient que pour des TOC, que pour des troubles anxieux généralisés, que pour des troubles de stress post-traumatique. Et là, en fait, l'idée, c'était vraiment de généraliser ça et de mettre un petit peu tout ce beau monde ensemble, quoi, et de voir comment est-ce qu'on pouvait s'en occuper, quoi, comment est-ce qu'on peut prendre en charge. Du coup, comment tu as structuré ton plan de traitement sur 13 sessions? Et ben justement, là, moi, j'étais face à un autre problème, c'est qu'une fois que je choisissais le qui un peu recruter, et ça, je voulais vraiment volontairement quelque chose d'assez large, l'idée, c'était un peu le comment. Et moi, sur ça, j'étais un peu, ouais, un peu embêté parce que d'un côté, j'ai la formation d'hypnothérapie, de l'autre côté, je suis formé en thérapie comportementale et cognitive Mhm. à la FTCC. Et du coup, je m'étais dit Marie bien. comment, ouais. Et du coup, je m'étais dit comment est-ce qu'on pourrait mélanger en fait un petit peu tout ça. J'ai un peu réfléchi, j'ai un peu peaufiné, et finalement, l'angle que j'ai choisi, c'est de diviser ça en deux fois 6 séances et une séance de synthèse au milieu. Un premier groupe de 6 séances qui du coup était beaucoup axé sur le présent, notamment avec un travail du coup plutôt de thérapie comportementale et cognitive en termes de fond, mais qu'on allait travailler avec le biais de l'hypnose. C'est-à-dire avec Donc tout ce beaucoup qui d'expositions. beaucoup de, pas seulement d'exposition, beaucoup de travail sur les valeurs, beaucoup de travail sur les pensées, beaucoup de travail sur les émotions, beaucoup de travail sur comment est-ce qu'on comprend aussi la manière dont on fonctionne et vers quoi on s'oriente. Ok. On va affiner hein, tout ça. Ok. Ouais, 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 bien sûr. Ça, c'était vraiment la première grosse partie, du coup, axée beaucoup sur le présent. Mhm. Et tout ça avec des exercices d'hypnose. Du coup, il y avait 2 séances d'hypnose par session et Mhm. sur 6 sessions. Donc, il y avait l'équivalent de 12 séances d'hypnose, en fait, Mais sur les six à premières chaque fois. semaines. Ouais. Ok. Et après, une séance de synthèse. Et là, 6 séances d'après, qui là, pour le coup, je voulais volontairement pas du tout orienter TCC, mais plutôt orienter sur le côté hypnose, dans ce qu'elle pioche plutôt dans le psychodynamique ou dans le systémique. Du coup, ça allait être une séance qui allait beaucoup plus, des séances qui allaient plus être axées sur le passé et sur le futur,
et notamment des séances qui étaient beaucoup plus axées sur les autres et le rapport aux autres dans le stress et dans l'anxiété. Une séance qui était axée sur les événements à l'origine, ce qu'on voit nous un peu plus sous la forme de régression. Une Mhm. séance qui est axée sur le futur, là pour le coup avec qu'est-ce que ça donnerait dans le futur. Une séance sur le deuil, là aussi deuil symbolique, puisque des fois il y a des deuils réels, mais des Oui, fois on la est fin beaucoup de plus quelque dans des deuils chose, symboliques. quoi. Ouais. Ouais, exactement. La fin d'une période, la fin un passage, quoi, en fait, vraiment sur ce côté-là. Et, 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 et globalement, on parlait aussi à ce moment-là du trauma. Pas de dialogie d'échange entre des parties aussi quand tu parles de psychodynamique. Si. Mais j'ai un peu hésité parce que dans la dialogie, finalement, j'ai un peu hésité, mais je l'ai plutôt mis sur le présent. OK. Je l'ai plutôt mis sur la partie motivationnelle, valeur, que j'avais fait plutôt sur la première partie. OK. J'ai un peu hésité, ça, pour le coup. Bon. Et en tout cas, ça s'est plutôt mis à ce moment-là. Du coup, avant de rentrer dans le détail, qu'est-ce que vous avez eu comme résultat sur vos cohortes? Je sais pas combien de personnes tu as accompagné comme ça. On faisait des groupes de 8. Mhm. On a eu le temps de mettre en place 5 groupes. Mhm. Donc, c'est pas énorme non plus, hein. On a fait 5 groupes de 8 sur 13 sessions, de Mhm. 40 personnes. Et ce qui était intéressant, c'est que déjà, ce qui était un peu inattendu, c'est que il y avait une modification qui était vraiment intéressante en termes de subjectivité de ressenti. C'est-à-dire qu'en fait, quand on leur faisait passer des échelles standardisées, vraiment, parce qu'on a un certain nombre d'échelles standardisées qui permettent d'évaluer le niveau d'anxiété avant, après, Mhm. on se retrouvait avec une anxiété qui, en fait, diminuait pas forcément, pouvait diminuer, mais ça dépendait vraiment des situations. Et puis, ça se manifestait pas chez chacun. Et de Mhm. manière assez intéressante, ça se manifestait pas paradoxalement chez ceux qui ressentaient souvent les meilleurs bienfaits. Donc, on s'est retrouvé un peu embêté à se dire, on a l'impression que ça change, on a l'impression qu'il va mieux, et il nous le dit, il nous le verbalise, quoi, vraiment. Et en même temps, en termes de résultats, pas forcément. Et à l'inverse, il y en avait d'autres qui disaient, ah, bah, moi, ça va un peu mieux, enfin, bon, un peu, quoi, mais pas, sans vraiment être très expressif là-dessus. Et lui, et ça se manifestait pas mal sur les échelles objectives, pour le coup. Donc, du coup, Et standardisé en tout cas. standardisé. Voilà, c'est ça. Donc, Alors, je on a un pense peu qu'il faudrait changé. expliquer peut-être pour ceux qui n'ont pas la culture de ça, que les échelles standardisées, en fait, c'est des systèmes de questionnaires qui sont cotés, qui permettent d'avoir une idée de la réponse. Il y a plusieurs questionnaires de ce type qui ont été mis en place, qui viennent beaucoup des États-Unis, souvent, hein, parce que Ouais, c'est ouais, ouais. bien standardisé ce genre de choses, sans mauvais esprit. Et, euh, et qui sont une tentative de mesure moins subjective de l'expérience psychique, en fait. Mm. Mm. Oui, un exemple typique, c'est la STAI. Nous, c'est celle qu'on utilisait pas mal. L'avantage de la STAI, c'est que c'est une échelle d'anxiété générale. D'ailleurs, elle est utilisée pour l'anxiété généralisée. Et du coup, si vous la regardez, en fait, elle comporte pas mal de données, on va dire, qu'on peut appliquer à grosso modo n'importe quel patient qui a de l'angoisse, quel que soit le diagnostic de fond. Ce qui fait que c'est assez, enfin, initialement, je m'étais dit que c'était assez intéressant. En fait, a posteriori, là, enfin, et en vrai, c'est assez logique, mais là où ça se modifiait le plus, c'était pas tant sur l'angoisse que sur, en fait, les répercussions sur la qualité de vie. OK. Et là, ça devenait vachement plus intéressant en termes de résultats et de modification de résultats. Alors, Staï, je vais vous mettre le lien dans le groupe dans un petit instant pour que vous ayez une idée de quoi on parle. Le temps voilà. Hum. Voilà, comme ça vous donnera une idée si vous voulez aller chercher plus loin. OK. Et donc, les résultats, ça donnait quoi au bout du compte? Et les résultats, du coup, ça donnait une diminution, alors diminution modérée de la STAI, amélioration de la qualité de vie, tout ça de manière assez. On n'a pas fait de significativité pour le coup. Et ça, j'espère qu'on pourra le faire quand même à un moment. Mais en tout cas, ça a baissé de manière assez claire. Et assez homogène?
et justement, est assez homogène sur la qualité de vie, mais quand même pas si homogène sur l'angoisse, sur vraiment le niveau d'angoisse. OK. Et ça, c'était assez, Et il est mesuré par l'échelle. ouais, OK. en tout cas en standardisé. OK. Quand on prenait en qualitatif, là pour le coup, c'était hyper, enfin, c'était plus marquant. OK. Du coup, Voilà. Hmm. ouais, génial. Ça va? C'est OK, les amis? Ça vous intéresse tout ça? Ouais, super. Du, du coup, Ok. non, mais c'est quand même bien de vérifier. Bah ouais, ouais, non, c'est Du clair. coup, comment était décomposé, alors si on rentre un peu dans la séquence, parce que ça va intéresser beaucoup de monde, comment étaient déjà orientées les 6 premières sessions? Parce qu'on va découper par petits bouts. La première, la deuxième, la troisième. Alors, pour aller pile dans le détail, il faudra limite que je ressorte mes diapos. Mais grosso modo, la première introduction, le Hmm, but de l'intro, c'est d'initier à l'hypnose, à ce que c'est, et puis tout de suite de pouvoir foncer sur bah, un peu, je pense que ce que chacun de vous, vous faites lors d'une consultation d'hypnose, c'est-à-dire les stéréotypes, les attentes, le contrôle, le lien thérapeutique, toutes ces choses-là qui en fait vont direct permettre de pouvoir calibrer sans foncer dans le dur. Enfin, moi, ce que j'aurais tendance à appeler le dur, c'est vraiment le travail thérapeutique, mais en donnant un petit peu cette chance d'expérimenter de manière au départ assez, je sais pas, je dirais innocente peut-être, en hmm. tout cas sans enjeu. Ça, c'est la première. OK. Voilà. La deuxième, là, Avec initiation à l'expérience hypnotique et aussi un peu de psychopédagogie autour des attentes et des troubles. exactement, pile là-dedans. En termes d'hypnose, ça se manifeste par vraiment exercice d'hypnose vraiment, 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 vraiment de base, quoi. Des tests hypnotiques, des inductions légères, mais quand même répétées au fur et à mesure pour s'aider un petit peu de fractionnement. Ça se manifeste par commencer à faire un peu de phénomène hypnotique, là aussi, plutôt en jouant le côté ludique, se disant un petit peu, ah bah ok, si on essayait ça, qu'est-ce que ça donnerait? C'est aussi intéressant parce qu'ils sont en groupe, donc ça crée tout de suite bah, justement un petit côté l'un s'y met, l'autre pourquoi pas moi, et puis il commence à y avoir un espèce de côté un peu ping-pong dans les interactions. Mhm. Bref, de l'hypnose un peu plus, je sais pas comment je l'appellerais, peut-être un peu plus fondamentale, sans enjeu, quoi, Ouais. un peu plus classique, quoi. Ce que certains appelleraient de l'hypnose sèche. Ouais, ouais, c'est un peu, ouais, ouais. Expérimenter l'altération des perceptions, en fait. Mm. Ça, c'est vraiment le départ. Ensuite, une fois que ça, on est bon, et ça, pour moi, forcément, c'est important qu'on soit bon là-dessus parce que l'idée, c'est qu'après, on va aller sur du travail thérapeutique. La deuxième session, bah, on va s'intéresser beaucoup plus à la motivation. Parce qu'en fait, oui, un patient est angoissé, mais c'est pas parce qu'un patient est angoissé qu'il souhaite travailler sur son angoisse. Ou alors qu'il souhaite totalement travailler sur son angoisse. Et l'idée, c'était du coup de commencer à travailler sur l'ambivalence. Euh, Moi, ça, c'est quelque chose, je travaille à la fois moi, dans cette unité et à la fois dans une unité d'addictologie. Et je trouve que c'est quelque chose où la motivation, on en parle beaucoup, beaucoup dans les addictions, mais on en parle beaucoup moins dans l'anxiété. Alors que c'est un peu dommage parce que finalement, je pense, vous voyez tous, et on a tous en entretien des patients qui, bah, en fait, ils sont quand même plus ou moins motivés et ils sont très souvent quand même assez ambivalents. On reviendra, si tu veux bien, à la notion de motivation un tout petit peu plus tard, parce qu'il y a un élément énorme dans la motivation dont on parle assez peu, c'est le sentiment d'auto-efficacité qui joue un rôle central. Ouais, Parce que les ouais, gens ouais, peuvent avoir très envie, mais s'exposer à une déception, c'est une autre histoire. ouais, ouais, complètement, complètement. Du coup, dans cette deuxième séance, on commence à travailler sur les valeurs, on commence à travailler sur pourquoi est-ce que finalement ce patient-là qu'on a en face de nous, pourquoi est-ce qu'il veut en fait bah, on va dire travailler sur son anxiété alors que ça va être désagréable, ça va être potentiellement dur,
Ça va être potentiellement, enfin, pas, ouais, pas facile, quoi. Et du coup, pourquoi le faire? Et qu'est-ce qu'il y a en ligne de fond de tout ça? Comment est-ce qu'on travaille du coup sur ça? Bah, toujours, moi, sur chaque séance est faite un peu pareil, c'est-à-dire que il y a un temps un peu de psychoéducation, qu'est-ce que les valeurs, qu'est-ce qu'elles représentent, etc. Et après, un deuxième temps où là, pour le coup, on va partir sur l'hypnose. Et là, notamment, un moyen, moi, classique que j'utilise sur les valeurs, c'est tout ce qui a trait enfin, alors, est-ce que c'est un terme vraiment dédié? À ce que moi, j'appelle la futurisation. Je pense que ça existe, enfin, je pense que c'est dédié. Après, je sais pas si on appelle ça projection dans le futur ou Oui. futurisation, mais l'idée est exactement la même. L'idée, c'est quoi? Ça va être de la personne s'imagine avec sans anxiété, comme on voit dans les processus où on projette la personne vers le futur. Et là, du coup, on va vraiment mettre en avant avec ça les valeurs. Le qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qu'il y aurait pas et pourquoi c'est important derrière. Et ça sur des expériences assez longues, du coup. Et avec ça, on a nos valeurs. Je sais pas si je suis clair. Pour vous, oui. Les autres, ça va, c'est à peu près clair. Ouais. J'en profite pour passer une question. Est-ce qu'il y a eu un groupe contrôle pour s'assurer que c'est pas simplement la socialisation qui a été efficace, ce qui expliquerait l'amélioration de la qualité de vie sans entraîner d'amélioration de l'anxiété? Ça expliquerait rien du tout. C'est tout ce que je peux dire. Je Si pense qu'il seulement. y a un groupe contrôle, mais ça expliquerait pas pour autant puisque la socialisation peut aussi réduire l'anxiété. Donc, Ouais. par contre, il y a sans doute pas eu de groupe contrôle parce que Non. c'était pas un protocole expérimental, c'était un protocole thérapeutique. Ouais. Voilà. Mais Non, bon. non, non. Il n'y avait pas, ce qui serait effectivement intéressant aussi, même si ça expliquerait pas tout, mais non. Puis c'est Il y avait pas. compliqué de faire des groupes contrôle sur des sessions de groupe, pour être très honnête, parce qu'il faut bien qu'il se passe quelque chose Ouais. pour que les gens soient là. S'il se passe rien, ils vont pas venir. Et qui viennent pendant 3h30. Ouais, faudrait essayer peut-être avec un groupe de parole au minimum. Ouais. Oui, mais ça, Quelqu'un pour un le peu. coup, ça peut être très thérapeutique aussi. Bah oui, c'est pour ça. Ouais, complètement. Non, non, complètement. Donc Pardon. voilà. Donc, on était à Non, la non, non, session non. 2. Donc session 2, on part sur les valeurs. Session 3, là, on commence à partir sur le comportemental, sur l'agir, et c'est là que commence l'exposition. On va utiliser l'hypnose. Ça, je dirais, c'est peut-être la manière la plus, à mon sens, la plus classique d'utiliser l'hypnose de manière comportementale. C'est que la personne s'imagine dans des situations par le biais de l'imagination où ça peut créer de l'anxiété et du coup de tolérer petit à petit ces sensations-là. Ça, je pense, c'est vraiment le plus. Est-ce que vous avez travaillé par rapport à ça avec des ancrages et l'apprentissage de l'entrée et de la sortie de façon à ce que ça ressemble à des choses qu'on peut faire en cabinet, par exemple? Ouais. Ok. L'idée, c'est pour ça, dans chaque début de séance, chaque séance était divisée en deux points. Un Mhm. premier bout de séance qui est axé sur les ressources, un Ok. deuxième bout de séance plus court du coup, mais du coup avec un outil d'ancrage, de lieu de sérénité, de toutes ces Mhm. choses-là qu'en fait on va mettre au début de séance. Et du coup à la fin ils ont 11 outils disponibles entre guillemets. Et un deuxième bout de séance qui lui est plus un temps que moi j'appelais un peu plus travail thérapeutique, même si les deux c'est du travail thérapeutique et qui eux effectivement sont ça là, ce que je suis un peu en train de développer sur les valeurs, Non. l'exposition, etc. Mhm. Ok. Mais oui, 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 toujours, Ok. toujours, mais en étant, je dirais, là où je suis quand même hyper attentif et ça me paraît vraiment important, c'est que les ressources, certains patients anxieux, et ça c'est plus quelque chose que j'ai vu en individuel, du coup j'étais très obsessionnel là-dessus en groupe, euh, certains patients ont tendance à utiliser les ressources comme un moyen d'évitement. Tu peux Et donner un ça, exemple? ouais, bah oui. Un patient qui dit ah bah là moi je sens que je vais avoir une attaque de panique ou un patient qui dit ah bah là j'ai super peur d'aller faire mon examen biologique et du coup à la place de laisser de la place aux sensations et du coup les traverser et faire avec en fonction de ce qui compte le plus, c'est-à-dire bah ok moi je suis flippé de mon en gros, moi ce que je veux les faire arriver c'est moi je suis flippé de mon examen biologique, c'est dur, mais est-ce que finalement j'y vais ou j'y vais pas? Moi, je suis flippé de prendre la voiture, mais est-ce que finalement, ça vaut le coup les 200 bornes que je vais me faire, malgré le fait que ce soit difficile, parce que, je sais pas, je vais aller voir ma famille ou mon Oui. compagnon, ou je sais pas trop qui. Et là où ça devient évitement, c'est quand
cette ressource-là n'est pas utilisée pour diminuer un petit peu cette intensité et se dire, bah, finalement, je prends la voiture, ou bah, finalement, je fais ça et ça, mais juste pour se dire, bah, dès que ça monte, hop, moi, je fais mon petit ancrage. Moi, je Je me fais connecte à ça et je coupe. C'est ça. Ok. Ouais. Et ça, faut l'éviter absolument. Et en plus, nous, on a un petit bonus sur ça avec le côté médecine, c'est que c'est exactement comme ça que marchent les anxiolytiques pour le coup. Et c'est exactement ce que je veux éviter. L'idée, c'est que ce soit pas un anxiolytique bis, quoi, Ouais, l'hypnose. c'est-à-dire que l'évitement est un bon moteur pour nourrir la peur, quoi. Exactement. Et ça, plein d'études là-dessus qui montrent bien que plus il va y avoir de l'évitement, et les anxiolytiques peuvent rentrer là-dedans. Ça veut pas dire que des fois, ça peut pas être utile, hein. Mais quand c'est pas bien utilisé, bah, ça va augmenter le niveau moyen de peur. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, moi, à chaque fois, je rigole en leur disant ça, mais c'est quand on fait une séance ressources, le but n'est pas de leur donner un deuxième ou un troisième Xanax, quoi. Même Mm, si on est d'accord que c'est moins pire parce que c'est pas médicamenteux directement. Non, mais c'est une nouvelle stratégie d'évitement. Ouais, c'est exactement ça. C'est pour ça que ça, j'insiste vraiment dès le début et il faut faire attention parce qu'il y en a quand même pas mal qui, hop, Fair tu enough. vois, la petite manière d'éviter à nouveau, là, je pense à ça, j'insiste vraiment dessus, mais tout le temps, quoi. Tout le temps. Donc voilà, donc là, troisième séance, on fond sur vraiment l'exposition en fonction de ce qui compte le plus. Est-ce que bah, à ce moment-là, prendre ma voiture, si ça vaut le coup, parce qu'on l'a vu lors de la séance 2, eh ben, on va travailler sur le fait de s'imaginer prendre la voiture lors d'une séance d'hypnose. Mm, Si c'est l'avion, l'avion. Si c'est l'attaque de panique qui peut se faire en soirée. Si c'est, on peut même le prendre pour le trauma, hein. Si c'est mm, la réactivation traumatique à tel moment, mm, le fait de se rendre quand même à tel endroit parce que, en fait, juste à côté, il y a un ami qu'on n'a pas vu depuis un an, mm, mm. etc., etc. Ok. Donc voilà. Je sais pas si jusqu'ici c'est clair. Ouais. Vous pouvez prendre Oui. des notes et Ok. poser vos questions. Super. Séance 3, séance 4. Là, on commence à foncer sur émotion. Émotion, toujours la même chose. Psychoéducation par rapport aux émotions. Et on commence là, pour le coup, à partir sur tout ce qui va être autour de l'exposition émotionnelle. Et sur ça, moi, j'étais un peu embêté parce que c'est un thème TCC très classique, ce côté-là des émotions qui va avec l'exposition. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était d'utiliser l'hypnose de manière un peu plus fine pour proposer en fait quelque chose où ils testent et où ils prennent du recul par rapport à ça. Et du coup, sur ça, le premier élément que j'ai utilisé, qui était plutôt sur le côté ressources, c'est ce qu'on fait, enfin, c'est ce qu'on fait un peu tous, Mhm, qui est tout ce qui est autour de la réification, de la personnification, mhm. en donnant à l'angoisse et à la peur une image, un nom, bref, un objet. Processus dissociatif, en fait, où c'est pas moi, c'est Exactement, ce truc-là à l'extérieur. c'est ça. Ça, c'est la partie ressources. Par contre, sur la partie travail thérapeutique, même si encore une fois, hein, cette distinction, elle peut paraître un peu obsolète. Disons exposition plutôt, oui. Ouais, voilà, c'est pour ça. C'est Oui. un peu, voilà. Bah, là, l'idée, c'était de s'imaginer dans une situation, un peu en équivalent exposition. Sauf que là, ce qu'on allait entraîner, c'était l'augmentation de la sensation pour leur aider à regagner du contrôle sur le fait que ça monte. Ok. Je m'explique. Je m'imagine dans ma voiture. Je peux reprendre mon exemple de la dernière fois, comme ça en plus. Je l'ai déjà un peu en tête et je peux commencer le travail hypnotique. Et ben là, à l'inverse d'essayer de le diminuer ou de rester sur cette sensation, on va s'entraîner à l'augmenter. En s'entraînant à l'augmenter, on voit que nous, on peut l'augmenter. Bien entendu, sur ça, c'est pour ça que c'est aussi sur la quatrième séance, c'est un petit peu joueur aussi. Parce qu'il faut y aller un peu doucement selon les patients, selon là où ils en sont, selon comment ils se sentent, et forcément des attentions particulières pour tout ce qui a lieu au trauma. Parce que l'idée, c'est pas de faire exploser le truc. Puis c'est compliqué en groupe en plus. C'est beaucoup moins simple qu'en individuel, cette régulation fine de chaque individu. Ouais, je dirais oui et non. En fait, c'est autre chose en groupe. Ouais, Moi, c'est un peu l'impression que j'ai. C'est moins fin, ça c'est sûr. c'est ça. Il n'y a aucun doute là-dessus. Moins Par fin, contre, moins intense relationnellement. ouais, moins fin, moins intense relationnellement. Par contre, l'énorme avantage quand même que ça,
c'est que Quoi? ils Comment? se... Non, c'est tout pour les Bah, en bavards. fait, ce que, comment dirais-je, euh, Excusez-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. emmener Mathieu, et puis après, je viens de chercher, parce que du coup, comme je vais aller à Paris. Voilà. S'il vous plaît, pensez à couper vos micros quand vous parlez. Merci par avance. Oui, Par contre, l'énorme avantage que ça a, le groupe, c'est que ça peut créer quelque chose de très facilement beaucoup plus joueur et oui. beaucoup plus challenge. Et puis Quand ils ça, voyaient l'un qui réussit et l'autre qui réussit, ça donne envie de réussir et d'y aller soi-même et tester quoi. oui. Surtout quand on a vu que les autres, ils ont aussi des beaux symptômes et tout ça. Et puis c'est plus indirect en fait, le groupe. Ça active moins les défenses. Oui, Exactement, exactement. Donc du coup, on peut en ressortir avec quelque chose qui paradoxalement va être moins fin, mais effectivement qui aura beaucoup moins de défense et qui sera beaucoup plus bon bah allez, on y va quoi. Enfin, ouais. Là, une dynamique de groupe, quoi. ouais, exactement. Ensuite, sur la Ouais. séance d'après, séance 5, là on partait sur les pensées. Pensées, donc vraiment le travail un peu cognitif. Partie ressources, que là, pour le coup, on mettait en place avec tout ce qui était autour d'un équivalent hypno désensibilisation, Mhm. voir les pensées, voir comment est-ce qu'elles seraient, et puis ensuite modifier leurs caractéristiques et voir comment ça modifie les ressentis corporels. Quand tu parles de pensée, tu parles de dialogue intérieur ou d'imaginaire? Non, je parle de dialogue intérieur, de ce Ok. que, ce que les patients ont évoqué en termes de rumination, de toutes ces D'accord. choses-là. Donc les ruminations, qu'en plus après, quand tu dis qu'on voit modifier, qu'on passe sur un canal visuel, en fait, on les fait glisser d'une modalité sensorielle à une autre. Exactement, Ok. Et ça les désactive vu qu'on les observe de manière différente. exactement. Ok. Donc ça leur fait un outil de plus sur le côté que moi j'appelle ressources, première Mhm. partie, quoi. Et après, sur la deuxième partie, sur les pensées, là, on aura beaucoup plus tendance à fonctionner sur toujours la même chose. On prend le moment d'exposition, on prend ces moments-là qui viennent en termes de pensée et comment est-ce qu'elles sont fortes. Et là, on s'habitue à augmenter, diminuer le volume, comme on Mhm. fait avec les émotions. Des sous-modalités. Ouais, exactement. Et là aussi, le côté challenge. La pensée, elle est forte, on cherche à s'en débarrasser. Bah, à l'inverse de s'en débarrasser, on va tenter de manière un peu paradoxale à justement la rendre encore plus forte. Et à Mhm. voir qu'en fait, eh ben, on survit quand même, quoi. Mhm. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Pas autant. Mm. Ouais. Ouais. Là, on a fait notre premier package, puis sixième séance. Et là, la sixième séance, qu'elle permet, c'est vraiment sur les 5 points qu'on a vus, les 5 séances, c'est vraiment de se dire, OK, qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui est pas clair, qu'est-ce qu'on refait comme exercice, qu'est-ce qu'on remet en Mhm. place. Et souvent, ce qu'on faisait lors de ces moments-là, grosso modo, les séances ressources étaient souvent plutôt claires, d'autant plus que sur les séances ressources, moi, j'avais préparé des audios que je leur donnais aussi s'ils avaient besoin de se réentraîner, qui étaient les audios de la séance quand on le fait. Donc, c'est pas des audios, c'est des audios en direct, quoi, entre guillemets. La qualité était pas dingue, mais le but, c'était pas tant une qualité ou pas une qualité, c'était plus de se réancrer un petit peu sur ce moment de première partie de séance. Et après, donc ça allait souvent. Par contre, ce qu'on faisait du coup sur ce bout de séance, c'était surtout de retravailler par l'hypnose les points qui étaient moins clairs pour eux. Si par exemple, ils disaient, ah bah, moi, l'augmentation de volume, machin, c'est un peu difficile, 2-3 étaient d'accord, ok, on repartait sur cet exercice. Ok, oui, Euh, si- c'est du débugage. ouais, exactement. Et puis de l'échange, du coup. Mhm. Ah bah moi, souvent ce qui ressortait, c'était ah bah moi j'ai trouvé que la troisième séance, elle m'a beaucoup aidé. Ah bah ah ouais, comment ça t'a aidé? L'autre demandait. Moi, ça m'a vachement aidé comme ça. Ah ouais, d'accord, je serais bien curieux de retenter comme ça. Et on Il utilise y vraiment la a, dynamique de groupe.
Pour reprendre ce que disait Christophe à propos de la socialisation, on pourrait imaginer, parce que ça on l'a observé dans plein de thématiques, que le simple fait d'avoir des outils pour tenter de réguler, c'est déjà sortir du sentiment d'impuissance et que le simple fait d'avoir un rituel, on le sait bien, tiens, on n'a pas évoqué les troubles obsessionnels compulsifs comme troubles anxieux, mais on sait bien que le rituel est une belle façon de créer de la stabilisation et de la confiance dans la capacité à s'autoréguler, en fait. Complètement. Complètement. Et c'est pour ça qu'on utilise ça, ouais. Enfin, Super. séance d'après, du coup, la séance qui a vraiment pour but une synthèse, et ça, c'est une séance intermédiaire de groupe où là, pour le coup, il n'y a pas d'hypnose. C'est la seule, quasiment la seule séance. Après, on a testé plusieurs modalités, on a testé à 12, 13 et 14 séances, et on a un peu peaufiné selon les groupes. Mais en tout cas, on laisse une séance au milieu où il n'y a pas d'hypnose, et l'unique but, c'est vraiment de l'échange. Échange thérapeutique par rapport à tout ce qui a été fait, là où ils en sont, qu'est-ce qu'ils utilisent, se filer des astuces, se filer des trucs. C'est à ce moment-là souvent qu'il y a des patients qui disent ah bah moi j'utilise ça à tel moment, ça m'aide vachement là. L'autre qui dit ah bah moi ça m'aide vachement là, ça, et en fait ça m'aide moins. Ouais, Et ils définissent comme ça. super. Vous êtes prêts à entendre la suite? Est-ce que Allez. ça va en termes de rythme? Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on aille plus vite ou plus lentement? Je pense que c'est plutôt plus vite. Ah, moi, je trouve que c'est bien. Stable. Ok, C'est bien. d'accord. C'est bien, parce que je vois qu'il y a plein de gens qui prennent des notes, qui prennent le temps de réfléchir. Ok. Ensuite, on arrive à la séance d'après, donc habituellement la séance 8. Et là, c'est là qu'on commence à attaquer passé, futur. Et qui dit passé, futur, dit forcément sur les exercices les plus classiques, enfin, à mon sens, un peu les plus classiques de l'hypnose, c'est-à-dire tout ce qui est autour de la régression, quoi. Mm. Quand même, régression, redirection d'histoire de vie, enfin, là, on est quand même un peu à fond Pourquoi c'est là-dedans. plus classique que l'exposition, par exemple? Ah ouais, je sais pas, moi j'ai connu l'hypnose avec la régression, hein. Après, l'exposition, tout expose d'une Au certaine fond, on manière. pourrait dire oui, et puis on peut absolument, exactement. C'est la régression comme la futurisation sont des expositions, en fait. Ouais, c'est des expositions, mais c'est Mm. vrai que moi j'ai connu l'hypnose avec ça, donc c'est vrai que Ok. et l'idée sur ça, c'est vraiment de mettre beaucoup d'attention, parce que c'est à ce moment-là qu'on commence à évoquer la notion plus large. En fait, je m'étais retrouvé moi face à quelque chose qui était un petit peu délicat, qui était de se dire, je suis dans un groupe où je sais qu'il y a des psychotraumatismes, mais tout le monde n'a pas de psychotraumatisme. Et par contre, je suis dans un groupe où je présuppose clairement, parce que difficile qu'il n'y en ait pas, qu'il y a au minimum des facteurs sensibilisants à l'anxiété actuelle. Mm. Du coup, l'idée, c'était comment est-ce qu'on mélange un petit peu les deux en travaillant ça en hypnose, sans se retrouver avec quelqu'un qui va plutôt activer un trauma, ce qui directement pour moi n'est pas un problème quand je le travaille en individuel, mais beaucoup plus en groupe, quand pour l'autre, il n'y a pas de trauma, mais c'est plus une question de il y a tel et tel facteur, certes important, mais qu'on n'irait pas qualifier jusqu'à traumatique en termes purement définitionnels, quoi, de DSM. Alors, Donc, du coup, ouais, pardon pour l'interruption, il y a des gens qui posent la question régression biographique ou non biographique. Biographique, sinon on parlerait pas de régression, on parlerait d'expérience symbolique en fait. ouais, complètement. Moi, je suis que sur, ouais, ça, effectivement, ouais, ça, c'est vrai. Je suis que sur de la régression biographique, quoi. Après, régression biographique, oui, mais sans être omnibulé, il y a beaucoup de patients qui vont quand même être omnibulés par cette question de la réalité, de la vérité, Mm. etc. Comme on fait classiquement, plutôt sur un décalage on Oui, c'est une s'en fiche un peu, quoi. symbolisation de quelque chose. Ouais, c'est ça. Puis il y a beaucoup de patients très vite, surtout les patients anxieux, pour le coup, qui commencent à dire, mais ok, mais moi ce qui me vient, c'est ce qui s'est passé là quand j'avais 5 ans, mais est-ce que Mm. vraiment c'est vraiment vrai? Bon, c'est pas le débat, quoi. Mm, mm, mm. Si on résume de manière courte. Donc, effectivement, plutôt
Ouais, mais moi, je commence à pouvoir lire les messages. Euh, Ça permettrait d'éviter le retour sur trauma évident. Oui, en effet, je suis d'accord. Complètement. Ça permettrait aussi ça. Ça pourrait se faire. J'avoue que très franchement, j'y ai juste pas pensé. C'est Ça peut intéressant être. parce que c'est une forme d'exposition symbolique en fait. Ouais. Et que c'est intéressant aussi. Typiquement, tous les outils qui tournent autour de la modélisation symbolique sont intéressants pour ça, puisque du coup, on peut avoir quelque chose de très anxiogène sans savoir ce que c'est. C'est juste un gros nuage noir, un mur, un vélo, peu importe en fait. Mm. Ouais, complètement. Non, ouais, complètement d'accord. Ça a Après, on pas. retourne Ouais. toujours sur cette idée que retourner au trauma n'est vraiment un problème que si l'accompagnement n'est pas à la hauteur, parce que sinon, c'est déjà une altération de l'expérience. Mm. On est d'accord. Ça dépend de l'histoire, et puis ça dépend du groupe, et puis ça dépend de beaucoup de choses. Oui. Ça, Que- c'était le deuxième guillemet, ouais, qui a Et été mis puis, justement. et puis en plus, au passage, on n'est jamais maître de ce qui se passe à l'intérieur des psychés des autres, quoi qu'on pose comme cadre. C'est jamais ce qu'il y a. Complètement d'accord. C'est les boîtes de chocolat de Forrest Gump. Complètement. Ah ouais, complètement. Ça, c'était, à mon sens, hein, moi, dans le vécu que j'ai eu un peu des groupes, c'est pour le coup, c'est les séances les plus, on va dire, les plus techniques et aussi les plus inattendues. Parce que c'est le moment où on s'est retrouvé avec le plus de surprises. Autant sur le reste, là, que je vous développe, bah, forcément, on Mhm. voit un petit peu l'orientation que ça va prendre, même si chacun a après son développement personnel. Autant sur ça, je te rejoins totalement. Genre, à la fois, on essaye de mettre un petit peu un certain nombre de attention et de warning, autant C'est après, il pas y a toi la qui réalité, décide. quoi. C'est pas toi qui décide. Non, non, complètement. Non, complètement. Et sur ça, il y avait cette chance-là quand même de. Quand moi je parle de groupe thérapeutique, le fonctionnement des groupes thérapeutiques à Cochin, c'est une parenthèse, mais qui est quand même importante. C'est un groupe où je suis pas tout seul à l'animer. C'est-à-dire que moi, je l'anime au sens de la compétence, quoi. C'est moi qui va faire Le lead l'hypnose, etc. hypnotique, oui. Ouais. Mais après, on a systématiquement un ou une infirmière et on a systématiquement un ou une interne, enfin, étudiant en psychiatrie. Donc vous êtes 3 pour 8. Ouais, Ah, c'est du suivi pas mal quand même, hein. ouais, ça s'en va. On a beau dire que Donc, la psychiatrie fonctionne pas en France, ça dépend des fois. ouais, bah ça c'est vrai que c'est du luxe. Ouais, Voilà, ça, c'est du luxe. c'est bien. Ça change. Donc, dès qu'il se passe un truc, il y a Il y a cette du soutien. flexibilité, quoi. Mm, Ah ouais. mm. Ouais. Super. Et puis même si au pire, il y a quelqu'un qui a besoin de sortir, bah du coup, cette personne Il y a sort avec quelqu'un qui sera quelqu'un accompagné. Oui. ouais. Et par quelqu'un d'habitué à ce genre de situation, comment Mm, gérer, quoi faire. Donc non, mm, mm, on peut se permettre d'être un peu plus cow-boy entre guillemets parce qu'on sait aussi il y a le filet de sécurité, quoi. mm, mm, mm. Donc Et voilà, ça fait partie de l'exposition quand c'est bien accompagné. ouais, ouais, complètement. Il nous en reste Et ça. il nous en reste 5, ouais. Alors là, sur la régression, on met deux séances. Une première séance où moi j'aimais bien sur la partie travail entre guillemets, j'aimais bien plutôt comme si on faisait un équivalent de redirection d'histoire de vie, mais en revenant pas forcément à ce qui était pour eux l'élément originel ou un élément qui en tout cas serait très important, plutôt en sélectionnant quelque chose d'un peu moindre intensité, juste pour les habituer, les autoriser à revenir. Mm. Et ensuite, sur la deuxième séance, là, on revenait plutôt sur ce qui était de haute intensité pour certains, ou ce qui était plutôt originel pour d'autres. En tout cas, ce qui était plus fort, quoi. Ce que d'ailleurs on ferait sur une redirection d'histoire de vie, si on avait le temps de la faire convenablement, on commence par des événements et on retourne progressivement vers des expériences plus anciennes ou plus archaïques, pour pas dire Complètement. originelles, parce qu'on sait jamais. Oui, on ne sait jamais, exactement. Ouais. Et sur ça, on insiste bien d'ailleurs, parce que sinon, on revient Ouais. encore aux difficultés des patients anxieux, mais sinon, si on commence à utiliser le mot originel, ce que j'ai tendance à faire, hein, pour le coup, tout de suite, ça fait tiquer parce qu'on dit, mais comment on sait que c'est vraiment la première?
On sait. Donc, voilà. Donc, on y va. Ok. Donc, deux séances sur ça. Ensuite, une séance qu'on va effectuer sur les autres. C'est là que viennent les autres. Dans le côté les autres, dans un double côté, les autres en termes de ressources, l'idée c'est de mélanger une séance où on parle à la fois de ce que les autres nous ont apporté et à la fois de ce que les autres nous ont Écoutez. coûté, généré de moins agréable, on va dire. Et de Ok. mélanger les deux dans la même séance. Et ça, C'est une pour moi, super c'est belle hyper idée. important. Comme c'est dans la même séance, on commence à créer de la nuance et on Mhm. commence à le ressentir, voire même, bah, forcément, des fois, c'est un peu la même personne. Donc, c'est Oui. aussi assez intéressant. Très intéressant comme piste. Première partie, du coup, bah, sur le côté, entre guillemets, ressources, ok, on va permettre de développer, souvent là, pour le coup, sous forme d'un objet symbolique. Moi, j'ai tendance à leur mettre de ce qu'ils ont donné, qu'ils appelleraient pour certains persévérance, pour d'autres résilience, pour d'autres courage, bref, cette qualité-là qu'ils leur ont transmis. Et puis, deuxième partie, là, pour le coup, comment est-ce que ça leur a coûté dans l'anxiété et de pouvoir leur redonner cette chose-là que, euh, comment je le formulerais, je dirais, cette chose-là qui leur a été donnée sans qu'ils le décident et qu'ils puissent le redonner symboliquement parce qu'ils ne souhaitent pas le conserver. Si je donne un exemple un peu plus précis, euh, prenons l'exemple des exigences élevées. Je vais avoir des exigences élevées, je vais être très angoissé de comment ça va se passer sur mon boulot, sur quand j'invite quelqu'un, ou à chaque fois, il faut que ce soit au top, etc. Je vais identifier que, ok, ça vient un peu plus de ma mère, mon père, qui me disait tout le temps ça et ça et ça. L'idée, ça va être de faire un exercice où du coup, on va imaginer cette autre personne, on va imaginer symboliquement comment serait représentée cette persévérance, enfin cette exigence élevée ou cet élément-là. Et ensuite, on va s'imaginer lui redonner ce qu'on ne souhaite pas garder, symboliquement en tout cas. Chouette. Ça, Voilà. ça évoque des choses que faisait Jacques Salomé avec ses enfants et ce genre de choses, de restitution des erreurs Exactement. On est éducatives. pile là-dedans. Avec de la On est pile. symbolisation, là, hein. Avec de là? Des actes ou des objets symboliques, tu disais. Oui, 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 oui. Et j'ai oublié de le dire, mais à chaque séance qui se termine en hypnose, ça c'est mon petit côté TCC, mais systématiquement à chaque fin de séance, il y a une tâche prescrite dans le réel, T'as de des, A à Z, hein. t'as des exemples de tâches par rapport à ça? Ouais, bien sûr. Bah En là, dehors de celles qu'on vient d'évoquer? Ouais. ah oui, oui. Bah, là, par exemple, la tâche là de la fin de cette séance-là, c'est là, à partir de là, vous allez faire quelque chose dans le réel pour redonner symboliquement ce truc-là, selon ce qui vous paraît accessible, mais vous allez le redonner à la personne concernée. Ça va du coup, au plus haut stade, bah, avoir une discussion, en fait, avec le parent et puis évoquer ce sujet-là. Moi, je me disais un peu, oh, ils vont pas forcément oser. Bah, franchement, à chaque fois, il y en a la moitié qui y vont quand même, hein. Mhm. Donc, c'est pas si mal. Et si ça, c'est trop dur ou c'est pas accessible, parce que cette personne-là est loin, il n'y a plus de contact, elle est décédée, enfin bref, on peut imaginer un peu toutes les Ça choses sert à possibles et rien, elle est imaginables. sourde. Elle est sourde, alors on peut imaginer ce qu'on veut. Tout argument, je veux dire. Oui. Voilà, c'est ça. On peut tout prendre. À ce moment-là, c'est rajouter quelque chose qui symboliquement acte quand même ça. Écrire une lettre, envoyer un SMS ou écrire un SMS, jeter, on en parlera un peu sur le deuil, mais jeter un objet ou acheter un objet en conséquence. Bref, n'importe quoi Ritualiser. qui... On ritualise. Ouais, ouais, ouais. À fond, à fond, à fond, quoi. Le rituel comme prière en action. Exactement. Intéressant de mettre du comportemental dans tout ça, oui. Tout le temps. Et à chaque, je l'ai pas mentionné depuis le début, mais à chaque séance qu'on fait, là, depuis le début, il y a toujours une action dans le réel.
L'exposition, ça va être d'aller justement vers une peur, quand j'évoquais au début sur la première partie, d'aller affronter ses peurs sur un élément. La pensée, ça va être de volontairement aller vers un moment où il y a beaucoup de peur et du coup de s'autoriser à juste rester dans ce truc-là, etc., etc., etc. Tout le temps du réel. Moi, j'en ai même pas parlé, mais pour moi, c'est vraiment hyper important que, ok, la séance, c'est bien, mais le réel, il n'est pas dans la séance, quoi. Eh oui, c'est Faut y ça. aller, hein. Donc, ouais, on y va, on y va, on y va, quoi. Super. Et ça, donc, cette séance-là. Après, une autre séance sur le deuil. Deuil, ça, je me suis pas mal posé la question. Il y a plein de modèles sur le deuil qui sont assez débattus. Le modèle le plus connu de Kubler-Ross, qui est le classique classique, mais qui a été quand même beaucoup, beaucoup démenti. Après, d'autres modèles plus complexes, et en même temps, le but, c'était pas forcément de passer des heures et des heures sur de la psychoéducation du deuil, mais Et le plutôt de le deuil de ressentir. Kubler-Ross, il est vraiment beaucoup sur le deuil de décès, pas nécessairement sur le deuil d'événements ou d'histoires personnelles. Donc, c'est encore autre chose. Exactement. Et puis, quand on regarde les détails, on va pas rentrer là dans ce truc-là, mais ils le font sur des personnes en soins palliatifs. L'échantillon, il y avait 20 personnes. Bon, Ah ouais, ouais, ouais. mais bon, au moins, il a l'avantage qu'il est simple et il est clair. Je peux pas lui Il retirer ressemble ça. beaucoup à la réalité autour du décès, autour de la mort. Oui, Autour de la ouais, mort ouais, et des diagnostics graves. oui, 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 oui. Donc, en tout cas, moi, j'ai un peu hésité. Finalement, j'ai quand même gardé cette base-là, mais plutôt cette base-là pour que ce soit une sorte de deuil d'une période de vie et amener une réflexion là-dessus, de où est-ce que j'en suis, où est-ce que je pourrais schématiser que j'en suis. Je m'explique. Euh, chez, j'ai pas envie de dire chez tous les patients anxieux parce que je les ai pas tous vus, mais en tout cas, chez un certain nombre de patients anxieux, il y a quand même cette notion-là de avant, j'étais comme ça. Avant, c'était pas comme ça. Alors le avant, des fois, il remonte à loin, hein, c'est avant quand j'étais au primaire, mais il y a quand même très souvent un avant comme ça, quoi. Mhm. Et l'idée, c'est de s'autoriser du coup à travailler sur cette période de vie pour que ce avant-là, il soit plus aussi fort, aussi intense, aussi gênant et qu'il l'empêche d'aller vers le futur, en fait. Le deuil, si tu me permets une précision, compris dans ce cas-là comme une séparation du passé et du présent, en fait, Complètement. hein, de façon à libérer le présent du passé autant que faire se peut. C'est exactement ça. D'où l'idée de le faire après les régressions et après Exactement. la futurisation, avec une certaine logique, l'air de rien. Exactement. Ça, c'était vraiment le but pour le coup. Donc voilà. Il Comment nous on en le fait reste ce deux. deuil-là? Ah oui. Comment tu le fais, toi, dans Et un... ben ça, moi, je le fais en action. Je le fais en hypnose debout et en pas avant. Ok. Je laisse le passé derrière. Ouais, exactement. Ok. Hypnose debout, pas avant. Et avant ça, bien entendu, identification de cette période-là où des fois, ils s'en rendent très bien compte parce Mhm. qu'ils le répètent. Des fois, ils s'en rendent un peu moins compte. Mais en fait, ils sont quand même vraiment à la recherche de ça. En disant, ah bah non, mais avant quand même, quand j'étais pas tout le temps angoissé, moi. Moi, je suis Mhm. angoissé depuis mon burn-out. Moi, je Mhm. suis angoissé depuis qu'il y a eu ce cancer. Moi, je Mhm. suis angoissé depuis qu'il s'est passé ça à mes enfants, etc., etc., etc. Mhm. Tu as pas utilisé pour le coup la récapitulation à ce stade-là, ce qui est bien. Si, Ah, t'as récapitulation, pas. c'est la première partie de séance. Ok, d'accord. Donc c'est apprendre à remettre chaque chose à sa place, faire circuler tout ça, tout ça. Ok. Exactement. Sur la séance du deuil, ça commence en récap. Et après, la deuxième séance, première séance récap, deuxième séance pas symbolique vers le fait de séparer passé-présent. Donc voilà. Et après, on arrive sur du coup tout ce qui est autour du futur. Et là, le futur, il y a une double idée. Il y a une idée un peu de tri par rapport à tout ce qui a été fait au cours des séances. Du coup, l'idée, c'est un peu leur permettre de leur donner un espace sur qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse, etc. Et une deuxième partie qui là est plus de s'autoriser à, bah, j'ai envie de dire encore une fois, on connaît nos patients anxieux nous-mêmes
nous-mêmes étant quand même assez anxieux, l'anticipation, elle est rarement positive. Et là, du coup, c'est de permettre en fait d'autoriser un futur qui pourrait potentiellement être aussi positif, tout en étant dans la nuance du négatif. Et tout en Négatif au sens acceptant exact. l'idée bénéfique qu'il puisse y avoir à anticiper les problèmes aussi jusqu'à un certain point. Parce que Exactement. c'est un élément important, sinon on lutte contre notre héritage développemental génération après génération. C'est ça. Donc voilà. Et après, dernière séance, synthèse. Et c'est là qu'on a une notion en TCC, et notamment en thérapie d'acceptation et d'engagement, on appelle ça le soi comme contexte. C'est une capacité à prendre de la hauteur sur sa situation, et c'est pour ça que c'est la dernière séance, sur me rendre compte que parce que je suis dans un moment négatif enfin négatif plutôt désagréable, c'est pas pour ça que ça empêchera un moment agréable après. Et c'est pas parce que je suis dans un moment agréable que ça ne m'empêchera pas un moment désagréable après. Ça, c'est quelque chose qui travaille beaucoup en TCC ACT, donc en thérapie d'acceptation et d'engagement. Et ça, en l'occurrence, l'idée, c'était de créer du coup un exercice d'hypnose qui peut permettre de rendre compte de ça. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh ben, il y a eu plusieurs idées, mais l'idée, c'était de les mettre dans un passage négatif, leur faire prendre ensuite du recul par rapport à ce truc-là, un peu comme s'ils se dissociaient, comme s'ils observaient, et de voir défiler ensuite le moment positif, de s'autoriser à y aller à nouveau, et ensuite de se remettre en tant qu'observateur, et de refaire venir ensuite un moment négatif. Hmm. Et on continue comme ça sur la séquence. Ça, c'est un apprentissage super important. Et ouais, et ça, c'est pour ça que ça a la toute fin. Parce que ça, au début, c'est difficilement entendable, en fait. Ouais. Une fois qu'il y a eu un travail de désensibilisation, alors on peut commencer à envisager l'idée que les choses se passent pas comme on souhaite qu'elles se passent, si on résume, hein. C'est ça, exactement. Et que ça va bouger et que c'est pas grave, en fait. C'est vraiment le mot. Ça sera pas toujours agréable, mais c'est pas grave. Hmm. Ouais, j'ai des stratégies personnelles pour ça, mais C'est vrai? elles sont glauques. Avant? Oui, je m'inquiète pour tout ce qui est contrôlable et après je me dis, mais c'est bon, Poutine, alarme nucléaire, pourquoi je m'en ferais? Ah ouais. Ça, j'avoue, Mais je vais pas je leur ne dis pas proposer ça. ça. Je propose pas ce genre de truc aux autres. C'est bon. Donc Bon, voilà. super. Avant d'aller plus loin, les amis, est-ce que vous avez des questions? Normalement, quelques-unes, non? C'est le moment où vous avez le droit d'ouvrir vos micros un par un et de les refermer. Alors, on va les prendre s'il y en a. S'il y en a pas, on continue, hein. Ils sont éteints. Cyril, Ouais, sur la futurisation, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse? Ça me fait quand même beaucoup penser à la à la partie de récap. récapitulation et de deuil. Et je me demandais, est-ce que c'est pas d'aller dans une situation idéale et de voir tout ce qu'on a mis en place pour arriver à cette situation idéale? Ou est-ce que c'est vraiment, qu'est-ce que je garde ou qu'est-ce que je laisse pour arriver à là encore une fois? Euh, oui et non. En gros, moi, tel que j'ai tendance à utiliser la récap, c'est plutôt, il s'imagine dans une situation problème. Et là, c'est plutôt qu'est-ce qui garde, qu'est-ce qui dépend d'eux, qu'est-ce qui ne dépend pas d'eux. Ça, c'est comme ça que je vais faire plutôt la récap. Ensuite, la futurisation. Enfin, il y a eu plusieurs futurisations, mais la futurisation valeur, ça, je pense que c'est pas d'elle dont tu parles, qui est sur la séance 2. Mais la dernière futurisation, dans le qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse, c'est pas tant une question de s'imaginer dans une situation difficile, plutôt que de s'imaginer dans un an et qu'est-ce que je garde, qu'est-ce qui m'intéresse pas, des outils que j'ai vus dans le groupe thérapeutique. Donc c'est très spécifique au travail qu'on a fait nous là en fait, sans forcément que ce soit du coup une situation délicate ou pas délicate.
L'idée, c'est de leur permettre de faire une sorte de pré-synthèse d'un truc qu'ensuite ils peuvent écrire, hein, mais vraiment en laissant presque un temps un peu méditatif de synthèse sur ça. Alors, c'est quasiment plus une réflexion consciente de qu'est-ce que je veux garder comme outil. Consciente, je dirais pas forcément, parce que l'idée sur laquelle ça va jouer, c'est quand ils s'imaginent dans un an, et là on leur dit, ah, ok, vous vous imaginez, soit il y a un problème, soit il y a voilà, c'est quoi les premiers trucs qui viennent? Mais en tout cas, on est d'accord que c'est moins profond en termes d'hypnose, ça on est totalement d'accord, que la régression, que le deuil, que le boulot sur les pensées, etc., etc. Ok. Ouais. Merci Dimitri. Pardon? J'ai pas entendu Cyril. Ah, il a juste dit merci. Ok, d'accord. Enfin, je crois, hein. D'autres choses? Attendez, je me remets en mode. J'en ai une. Oui, Oriane? Ouais. Sur la session sur les émotions, Ouais. vous évoquez le fait de pousser un peu à son paroxysme l'émotion, mais enfin, sauf erreur de ma part, de ne pas travailler sur le fait de la baisser. Ça, c'est dans l'idée de ne pas faire un anxiolytique bis. Ou- Non, c'est dans l'idée de. Alors, pas l'idée, pas de la baisser. Forcément, avant de la réaugmenter, on va la rebaisser un petit peu. Mais en tout cas, l'objectif n'est pas de la baisser. C'est pas tant l'anxiolytique bis. Le but de ça, c'est surtout de remarquer que la bataille peut être inversée. C'est-à-dire de remarquer que l'émotion, elle peut être plus haute, qu'ils peuvent décider qu'elle soit plus haute alors qu'eux se battent souvent pour qu'elle soit plus basse, et que si elle est plus haute, c'est surtout le troisième point moi, qui m'intéresse le plus, ils peuvent survivre de ça. D'accord. Que c'est pas la fin en fait, si cette émotion elle monte. Ok. Un peu, l'image un peu qui me vient, c'est un peu comme quand on se dit ah ouais, quand on est gamin et qu'on va au parc d'attractions et qu'on se dit oulala, est-ce que moi je peux faire ce truc où ça fait trois loopings et on se challenge un peu entre amis et finalement on va faire ce truc où il y a trois loopings et on le passe. Ok, C'est c'est vraiment plus cette pour logique-là. vérifier en fait une capacité à survivre à une émotion encore plus forte que celle à laquelle on a l'habitude d'être exposé. Ouais, On appellerait ça Ok, la fenêtre de tolérance, non? ouais, Agrandir la capacité à. ouais. Parce qu'il faut se rappeler qu'on a souvent affaire à un public qui passe son temps à éviter ce qui peut stimuler l'anxiété et donc qui a à l'inverse une fenêtre de tolérance qui va être très étroite puisque ben, ça manque d'exposition. Donc l'idée c'est d'élargir en contexte sécure. Je pense qu'il y a un élément qu'il faut pas oublier dans tout ça, c'est la sécurité de l'atmosphère du groupe et de la dynamique qui joue un rôle fondamental. Ouais. merci Dimitri. Ça, Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. oui, excusez-moi, je suis arrivée en retard et je vous ai pas trouvé. Et du coup, je suis arrivée sur l'idée des ancrages et du coup, j'ai un peu buggé. Est-ce que ce serait comme si c'était contre-productif, comme un peu un rituel qui pourrait sécuriser, mais que finalement, ce serait pas une bonne chose? C'est ça que j'ai compris Alors, un large débat. ou pas compris justement? Non, 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 non. Non, non, C'est un et vrai, moi, c'est un vrai d'ailleurs, débat. je vais présenter un truc déjà. Mm. C'est bien faire la différence entre un travail où le sujet est autonome et un travail où il est accompagné individuellement. Parce que s'il prend l'habitude tout seul d'activer ses ancrages, c'est une façon de fuir l'émotion. Alors que le faire en étant accompagné, c'est pas tout à fait, ça joue pas le même rôle. Ça c'est en propos introductif. Dimitri, je te laisse aller plus Mm. loin. Ce qui est bien, ça vient raccorder à la question de Cyril après. Ouais. Là, je sais encore. En gros, ça, c'est un vrai débat. Quand on prend sur les études de TCC, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que chez les TCC, sans rentrer dans le détail, mais première, deuxième vague, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils autorisent les exercices, on va dire, au sens très large de relaxation, tout ce qui permet de diminuer l'émotion, à condition qu'ils aillent faire de l'exposition. Et puis après, sur les TCC troisième vague, là pour le coup, les plus récentes, notamment la thérapie d'acceptation et d'engagement, eux, ils sont carrément contre tout ce qui peut diminuer. Ils sont vraiment, c'est des ayatollahs de, il faut absolument pas faire tout ce qui diminue l'émotion
désagréable parce que ça empêcherait potentiellement l'exposition. Et puis en vrai, c'est pas vraiment le sujet. Moi, je dirais mon positionnement, mais là, c'est hyper personnel. C'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que c'est un exercice qui va permettre, un peu comme l'ancrage, un peu comme peut le faire aussi par moment la récap, un peu comme peut le faire un lieu de sérénité ou quelque chose comme ça. Moi, je suis pas contre, mais à partir du moment où ça ne permet pas, enfin, ça n'a pas pour but d'éliminer l'émotion désagréable dès qu'elle arrive et avant qu'elle ait le temps de s'installer, avant qu'on ait le temps de l'accueillir, en fait. Mais Et c'est là. ça, il y a un... Ouais. Non, non, vas-y, finis, j'interviens après. Et ça, en fait, il y a un certain nombre de patients qui, dès qu'ils apprennent un outil qui permet de diminuer l'émotion désagréable, vont l'utiliser de manière assez systématique. C'est pour ça que j'ai comparé ça au Xanax, parce que pour le coup, pour moi, c'est pareil. Vont l'utiliser comme un anxiolytique et en fait, du coup, s'exposeront pas aux émotions désagréables. Et du coup, ne pourront pas s'autonomiser, ne pourront pas faire avec en fait, ces émotions désagréables à cause de ça. En fait, ce qui est important, si je me permets de rajouter quelque chose, c'est de garder en tête une notion centrale dans la désensibilisation, c'est celle de la progressivité de l'exposition. C'est-à-dire que, évidemment, quelqu'un qui a une attaque de panique, on va pas le mettre dans l'émotion tout de suite parce que ça sert Non. à rien. Mais par contre, l'idée, c'est de lui apprendre progressivement à s'exposer de plus en plus. Et là, dans le travail qui est fait en groupe, le problème, c'est que comme ils acquièrent des outils dont ils peuvent se servir tout seuls, ce qui fait la différence avec de l'accompagnement individuel, ils peuvent développer de nouvelles stratégies d'évitement de l'inconfort. Ça fait sens, redit comme ça, Dimitri? Ouais, 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 complètement. Ce qui renvoie à la question de Cyril, y a-t-il un observable par rapport à cette limite-là pour observer si la personne se sert de l'outil comme d'un anxiolytique? C'est quoi l'observable auquel prêter attention? Alors, observable, non, absolument pas. Moi, la question que je pose tout le temps, parce que j'ai plein de patients qui me disent, mais là, est-ce que vraiment, quand j'ai utilisé cet exercice, quand j'ai utilisé, je sais pas si on met l'ancrage ou le lieu de sérénité, est-ce que vraiment, là, je l'ai fait plutôt pour faire ce qui compte, parce que du coup, moi, c'est ce qui va m'intéresser, ou est-ce que je l'ai fait juste pour diminuer l'émotion désagréable, c'est-à-dire est-ce que je l'ai fait pour m'orienter vers quelque chose d'épanouissant? Ou est-ce que je l'ai fait plutôt vers, on aura tendance à appeler un renforcement négatif, vers juste je diminue le désagréable et c'est tout, basta, quoi. Et moi, sur ça, je pose toujours la même question. Et pour l'instant, que ce soit en individuel ou en groupe, je suis jamais tombé sur quelqu'un qui m'a pas répondu, qui a pas su répondre. C'est là, franchement, si je vous pose la question honnêtement, vous diriez que c'est plutôt quoi? J'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit, je sais pas. Jamais vu. À chaque fois, il fait, ah, peut-être un peu plus ça quand même. Jamais eu. Après, je dis pas que ça existe pas, hein, Ben, mais t'as des patients engagés qui ont envie d'apprendre comment aller mieux, donc autant être honnête. ouais. Mais en prenant le temps, quoi. Vraiment, moi, je la pose toujours comme ça, cette question de vraiment, là, si on est honnête, prends un peu le temps, vraiment, ça serait un tout petit peu plus, quoi. Sans forcément dire c'est que ça, mais un tout petit peu plus, quoi. Mais pour le coup, c'est bien parce que ça ramène à un débat qui est vraiment essentiel, je trouve, et j'en profite un petit peu. C'est celui de la tentation exagérément protectrice des accompagnants, parfois, Mm. ce qui est légitime, hein, parce qu'on a envie d'aider la personne qu'on a en face de soi. Se rappeler que quand on aide une personne, on la met en position d'infériorité et qu'on ratifie son impuissance. Donc ça n'interdit pas de l'aider au début quand elle se sent vraiment impuissante, mais l'idée c'est au minimum de l'aider de moins en moins. Ouais, complètement, ouais. Ouais, ouais, complètement. Et ça fait partie des difficultés de système aussi de pensée, bon, je dirais TCC et encore plus avec quand c'est amplifié par l'hypnothérapie. C'est que au début, quand ils commencent le groupe, il y a un certain nombre de patients qui se disent, mais attendez, on apprend l'état d'hypnose pour se mettre dans des situations pourries, alors que justement, on n'y est pas, quoi. Et ça, c'est un peu. Et en plus, on leur explique quand même pendant la première séance que le but de ça, c'est justement d'amplifier les sensations. Qu'elles sont déjà suffisamment amples. Donc, le but, c'est pas non plus de les amplifier encore, quoi. Et en fait, bah si.
Et en même temps, il y a une modification majeure dans tout ça. C'est qu'on apprend à rentrer dans ces états à volonté au lieu d'avoir le sentiment de les subir. C'est-à-dire qu'on reprend du contrôle dessus. Complètement. Ouais, Question tout à fait. d'Oriane, de manière concrète, si la personne sent l'attaque de panique venir et qu'elle fait tout de suite un exercice de respiration pour calmer l'intensité, elle opte pour une stratégie d'évitement? Ben, moi, je dirais ça, c'est du cas par cas. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans l'attaque de panique, c'est qu'en fait, il y a plein de phases. Il y a la pré-attaque de panique avec tous les symptômes qu'une fois que la personne connaît, elle va pouvoir les identifier. Elle va dire, ah ben moi, quand ça commence, là, je sais que je vais avoir le cœur qui va battre plus vite. Je sais que je vais avoir la tête qui tourne un peu. Je sais que je vais me mettre un peu à trembler. Là, à ce moment-là, pour moi, c'est pas de l'attaque de panique, c'est de la pré-attaque de panique. À ce moment-là, c'est là que vient un peu l'échange en fait avec le patient de bah ok, on se fait un plan avec le patient, plus en individuel pour le coup sur ça, mais de ok, qu'est-ce qu'on fait quand il y a ça? Est-ce qu'on se dit plutôt évitement ou est-ce qu'on se dit plutôt on continue, on fait avec? Ce qui est gênant, moi ce qui me dérange tout le temps, enfin ce qui m'intéresse tout le temps, c'est pas tant le fait qu'elle fasse ou qu'elle fasse pas une stratégie d'évitement. C'est qu'elle décide, lorsqu'elle est à cette préphase d'attaque de panique, d'éviter, que juste on soit d'accord tous les deux que c'est de l'évitement. Si on est d'accord avec ça, ok, pour l'instant on en est là, elle utilise des stratégies d'évitement dans ce cas-là, raccord, pourquoi pas en fait. Et puis petit à petit, on augmentera cette fenêtre de tolérance. Mais on peut commencer comme ça. Il y a quand même un dernier truc, c'est sur l'hypnose. Alors ça, c'est particulièrement, je le dis pour les attaques de panique. Souvent, quand ça devient très fort au niveau d'anxiété, je sais pas, enfin, je pense que vous avez déjà eu plein de situations comme ça, les exercices d'hypnose sont pas forcément utilisables. Je pense qu'on l'a déjà tous testé, non? Grosso modo, plus on va se retrouver avec un niveau d'anxiété élevé, nous, un peu une blague dans le service, c'est moins il faut utiliser son cerveau et son imagination. Donc, si ça monte, là, c'est vraiment ce qui marche le mieux, c'est comme changement de température corporelle, hein. On se fout sous la douche chaude, on se fout sous la douche froide, on prend un bac à glaçons et on se met là où il y a beaucoup de barorécepteurs, on se met d'un coup à courir et à se faire 5 minutes de course non-stop. Bref, pas un télo, hein. Vraiment, on redevient râler pâquerette là, hein. En fait, moi, ça me ramène à quelque chose que j'explique souvent à mes sujets, à mes clients dans ce type de cas, c'est que si on veut avoir une ressource qui est disponible quand on en a besoin, on a intérêt à s'entraîner à la développer quand on n'en a pas besoin. C'est-à-dire que typiquement, ces exercices-là, ils ont besoin d'être faits quand on n'est pas en attaque de panique pour pouvoir se rappeler qu'on a été capable de les faire si quelque chose était susceptible de la déclencher. Complètement. Je sais pas si ça fait sens. Je passe pour Oriane et tout ça. Ouais, cette idée-là. Ouais. C'est bon? Ouais, ouais, complètement. L'entraînement, c'est sûr qu'il va être hyper important sur toute l'hypnose. Bah, si je veux courir un marathon, il faut pas que je m'y prenne le Ouais, jour où on me poursuit, quoi. Tu vois, pour moi, c'est vraiment la même métaphore, en fait. ouais, 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 c'est sûr. Ça, c'est vraiment. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que le temps passe, il nous reste une quinzaine de minutes et après, moi, j'ai encore des questions pour Dimitri. C'est intéressant tout ça? Ouais. Vous vous rendez compte que Dimitri nous fait un joli cadeau d'un plan de traitement complet pour plein de problématiques anxieuses. Alors évidemment, c'est ajustable, adaptable, mais ce que je trouve très intéressant, c'est la manière dont ça envisage pratiquement toutes les facettes des troubles anxieux, depuis justement le présent jusqu'au passé, l'avenir, le trauma, les vulnérabilités. C'est les stratégies de régulation, l'évitement. Il y a beaucoup de choses dans tout ça. Je sais pas si ça vous parle en observant ça. Je prends encore une ou deux questions, sinon je passe à la suite. Une fois. Deux fois. Ils sont sages. Attends, je regarde s'il n'y a pas des gens qui se cachent dans un coin. Non, on est bon? Ok. Du coup, euh, alors ben voilà, il y a une question d'Adrien qui dit, Dimitri a-t-il regardé du côté de la thérapie stratégique? Si on thérapie stratégique, si tu entends par là le côté faire la formation de thérapie stratégique, non, je l'ai pas faite.
Non, je pense qu'il parle de la thérapie Ah, pratique au sens, voilà, au Fichte, sens Nardone? Nardone, tout ça. Non. Je regarderai pour le coup, mais non, je connais pas. En même temps, Enfin, j'ai je envie connais de dire, Nardone, mais pas ça. mine de rien, et c'est ça qui est intéressant, on va voir quelque chose, c'est que dans l'approche de l'exposition TCC, Hmm. on trouve quelque chose qui est assez proche des injonctions paradoxales, parce que, par exemple, demander à une personne de déclencher son symptôme au-delà de la manière dont il a l'habitude de le vivre, si ça, c'est pas une Hmm. injonction paradoxale qui est assez proche de l'approche stratégique, quoi d'autre? Je sais pas ce que tu en penses, Adrien. Après, on peut toujours affiner. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée qu'on cherche pas à éliminer le symptôme, mais à apprendre à jouer avec, en fait. Complètement. Ça, on le fait énormément, ouais. Ouais, ouais, Et complètement. c'est là qu'on voit comment d'ailleurs l'acte et la thérapie stratégique se rejoignent dans cette idée qu'il ne s'agit pas de chercher à éliminer les problèmes, mais apprendre à faire avec. Complètement. Ça, Euh, c'est oui, ce qui, je pense, est d'autant plus vrai chez les, sur ça. Faut se dire qu'on a un certain biais de recrutement. Les patients qui nous sont adressés, c'est souvent des patients qui se disent anxieux depuis, allez, des années, des années et des années, qui ont très souvent au minimum un suivi psychiatrique et souvent un suivi psychologique ou un suivi psychothérapeutique au sens oui, c'est large souvent des en gens même qui ont une temps. histoire résistante en fait, c'est pas leur première thérapie quoi. Ah, pas du tout. Quand vous attrapez des gens qui ont des troubles anxieux généralisés, vous savez que ça peut être extrêmement invasif ou des troubles obsessionnels, ça peut vraiment prendre beaucoup de place à un moment donné. Je voulais garder quelques minutes pour parler de ton bouquin quand même, parce que ça se Ouais, célèbre. Alors, je sais, il sort dans un peu plus d'un mois, c'est ça? Tu nous en ouais, dis? c'est ça. Oui, c'est ça. Bah, ça sortira fin novembre. Il y a un petit peu un doute encore sur 21 ou 28, mais bon, ça change pas grand-chose. Une semaine. Ouais, c'est ça. Et justement, le sujet du bouquin est vraiment dans la continuité de ce qu'on vient de développer là sur le groupe. C'est-à-dire que euh, si on prend un peu le côté initial, bon, il y a un truc dont je vous ai pas du tout parlé, mais grosso modo, nous, on voit 50% de patients avec des difficultés liées à l'anxiété et 50% de patients qui ont plutôt des difficultés liées à ce qu'on appelle un trouble borderline, qui est lié à tout ce qui est une hypersensibilité forte, avec une impulsivité, une, une instabilité Difficulté à sur le plan supporter les relationnel. cadres, tout ça, oui. Voilà, c'est ça. Et en fait, moi, quelque chose qui m'avait pas mal marqué, c'est que il y avait un groupe, en fait, moi déjà là où j'étais, qui était sur le groupe Borderline, et puis notamment avec un livre, un manuel pour les patients, que moi je trouve absolument génial. Donc, je peux en faire la pub allègrement, qui est un bouquin de Déborah Ducasse sur le trouble Borderline, et qui aidait en fait ces patients-là à commencer un cadre un peu thérapeutique d'eux-mêmes progressivement et que je trouvais vraiment très très bien fait. Qui remplaçait pas du tout la thérapie individuelle, mais qui était quand même vraiment un outil hyper intéressant, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, quand j'ai vu moi ce bouquin-là, je me suis dit, ah ouais, quand même, ce qu'ils font, c'est vachement intéressant. Et c'est ce qui m'a notamment aidé à me dire, bah ok, ça vaut vraiment le coup de faire quelque chose sur le côté anxiété et stress. Et pourquoi pas, justement, après ça, et ce que je viens de vous développer là, tout autour du groupe, de synthétiser tout ça, de mettre de la psychoéducation claire avec des exercices et que ce soit une sorte de pré-étape pour des patients ou des personnes qui se sentent en difficulté par rapport au stress, qui veulent faire un travail qui sont quand même assez autonomes, hein, on est d'accord là-dessus, et qui du coup veulent taffer là-dessus, quitte à après aller voir un thérapeute. Et c'est là que c'est fait le bouquin où du coup il y a plein de choses de ce que je viens de vous dire et globalement du groupe thérapeutique d'hypno, hein. Alors, Elrak dit, Dimitri, peux-tu donner redonner le nom le titre du manuel de Déborah? Oui, alors ça s'appelle Manuel du trouble borderline, il me semble, et c'est Déborah Ducasse. Ok. C'est non, Borderline, cahier pratique de thérapie à domicile. C'est lui. Ça marche, merci Dimitri. Pas Pour, de souci.
Pour celles et ceux qui seraient intéressés à une bibliographie sur les troubles anxieux, je vous partage un livre que j'ai beaucoup aimé, un de mes préférés, je vous le mets là, voilà, hop. Euh, Parce que je le trouve intéressant parce que il prend les troubles anxieux sous plein de facettes différentes et ça vient éclairer aussi bien son aspect développemental que son aspect évolutionniste. Je veux dire, je trouve que c'est un bon outil pour se cultiver sur ce que c'est que Mm. l'anxiété. Je sais pas si tu l'as lu celui-là, moi je l'aime Ouais, beaucoup. ouais, 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 bien sûr. C'est Ouais, c'est une référence, hein. ouais, Si, c'est une référence. je le trouve très satisfaisant. Il est 22h20. Tu peux pas nous en dire un peu plus sur la table des Si, si, bien matières? sûr que si. Donne-nous pas. Alors, le bouquin, il s'appelle Manuel pour se libérer de l'emprise du stress. Du coup, c'est avec les éditions Erol. Et comment est-ce qu'il se met en place? Eh ben, la table des matières, vous allez vous amuser parce que si vous regardez sur la table des matières, vous allez retrouver beaucoup de proximité avec les séances qu'on vient d'évoquer là en groupe. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été vraiment ma base de réflexion pour le bouquin, ce groupe d'hypnose et anxiété. Et ensuite, moi, ce que j'ai rajouté, donc vous verrez un chapitre pensée, un chapitre émotion, un chapitre valeur, un chapitre le passé, les autres, le deuil, etc. Et en fait, à ça se surajoutent deux gros pôles. Un premier gros pôle qui est vraiment quelque chose autour du stress et notamment cette question que je pense vous retrouvez vous aussi un petit peu fréquemment, qui est ce côté c'est quoi la différence entre stress, anxiété et angoisse? La question qu'on adore tous. Et du coup, détailler un petit peu plus, mais en même temps de manière accessible. Mais c'est quoi la différence et est-ce qu'il y en a une et c'est quoi la différence entre scientifiquement et le langage parlé? Et il y a une dernière partie, la partie 4 qui elle va être plus axée sur les pratiques. C'est-à-dire bah, finalement, euh, une question que se pose, enfin moi en tout cas, je vois chez beaucoup de patients, et je pense que se pose beaucoup de personnes qui ne sont pas des patients justement aussi, mais qui est bah, quand est-ce qu'on met les médicaments? Quand est-ce que j'ai besoin de voir un thérapeute ou de pas voir un thérapeute? À quoi ça sert les médicaments et est-ce que vraiment j'en ai besoin ou j'en ai pas besoin? Bref, un peu tout ce côté-là, en fait, de la partie 4. Et partie 2 partie 3 même base encore une fois que ce qu'on a évoqué en fait aujourd'hui sur le groupe. Une partie du coup plus théorique, une partie plus mise en pratique mais sans hypnose. Et j'ai pas résisté. Il y a 16 audios avec. Alors, c'était une vraie question de est-ce qu'on met vraiment quelque chose de l'ordre de l'hypnose poussée, etc. En l'occurrence, la réponse a plutôt été non pas aussi poussé ou pas aussi long. Donc c'est quelque chose qui comporte des inductions très courtes et puis c'est plus des espèces d'exercices qui reprennent un peu ce qu'on peut faire en hypnose, mais de manière plus light. Parce que l'idée c'était de faire moins de 8 minutes. Donc, moi pour l'instant je sais pas faire des audios de moins de 8 minutes où on fait une induction complète, plus un exercice d'hypnose complet, plus voilà quoi. Donc on a un peu résumé. D'une manière générale, je pense que ça vaut la peine de dire un mot des liens entre TCC et hypnose. Ouais. D'une part, parce que c'est intéressant de se rappeler que ben, la PNL, c'est un pur mélange des deux, histoire de remettre les choses, l'église au milieu du village, comme on dit. Et puis parce que, oui, tu voulais dire un truc? Ah ouais, ouais, non, je suis d'accord. Et puis parce que l'hypnose a permis quelque chose que les TCC ne savaient pas toujours faire. C'est vraiment d'emmener les gens dans l'intensité de l'expérimentation imaginaire. Et de ce point de vue-là, c'est chouette d'imaginer l'hypnose comme une espèce de simulateur de vol, d'entraînement plus puissant que ce qu'on peut faire. C'est comme pousser les curseurs de l'imaginaire, en fait, d'amener à plus d'associations, plus d'engagement, ce qui fait que ça fait très longtemps que les deux vont très bien ensemble, de manière Ouais, plus ou moins officielle. complètement. Et t'as tout résumé, Jean, je pense, sur le côté, sur la dernière phrase, de manière plus ou moins officielle. Ah oui, puis, Il y a les petites batailles de chapelle, quoi. ouais, puis l'hypnose sans le soufre et les TCC sont validés, tout ça, tout ça. Mais bon, ça, Mm. c'est des histoires qu'on se raconte en vrai, hein. Ouais, ouais, on est d'accord. On est vraiment d'accord.
Non, on est vraiment d'accord, d'autant plus que c'est assez marrant parce que moi, la dernière année, donc la quatrième année, là où ils faisaient en formation ACT, thérapie d'acceptation et d'engagement, qui est du coup une TCC de troisième vague, c'est assez amusant parce qu'ils insistent quand même très très lourdement sur la puissance de la métaphore. C'est un peu Oui. leur grand truc. Et en fait, quand on prend la puissance de la métaphore, bah, quand on les entend parler, c'est bien de raconter une histoire, d'emmener la personne. Là, je me dis, ouais, bon, oui, oui, on voit ce que vous voulez dire, quoi. Oui, oui, c'est ça. Faisons si on ne voyait pas. Donc oui, oui, il y a vraiment ce côté-là de proximité entre l'un et l'autre. Et en même temps, il y a un exercice que moi, je trouve assez amusant et que j'ai pu mettre en place sur le livre et qui, je pense, là, pour le coup, même s'il est plus à destination de patients, je pense, mais après, verrez, vous me direz bien, l'idée, c'est pas de vendre le truc, mais peut être intéressant, je pense, pour des thérapeutes, c'est que moi, j'ai pris un peu plaisir, que ce soit sur le groupe d'hypnose en individuel ou du coup là sur le livre, à vraiment penser est-ce que quand on fait un exercice de TCC classique, on peut pas le retransformer sous forme d'hypnose? Et en fait, il y a plein de fois où c'est vraiment possible, de manière assez intéressante et assez amusante et assez ludique, et souvent de manière beaucoup plus sympa pour le coup, que si on le fait de manière très rigide, version papier-crayon, Oui, l'histoire est mieux TCC racontée, classique, quoi. quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment, parce que oui, en fait, il y en a qui sont dans l'équivalent des formations qu'on peut faire, et puis il y en a d'autres, bah, ça existe, hein. Ça existe forcément, mais c'est pas forcément dans les formations classiques. Et en fait, ça s'invente un exercice d'hypnose et c'est pas, ça fait quoi. C'est juste plus inductif, quoi. C'est finalement simplement plus intensément relationnel et plus intensément focalisé sur l'expérience, quoi. Ouais, Donc, exactement. les facteurs qui manqueraient pour que ce soit vraiment puissant. Ouais, 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 C'est comme c'est toujours un exactement grand plaisir de te retrouver, Dimitri. Je sais pas si vous avez encore une question ou une réaction pour lui. Moi, ça me fait vraiment plaisir de te retrouver. J'espère qu'on réussira à refaire ça d'ici le printemps prochain. Je sais pas encore quand. J'ai un petit projet de table ronde qui traîne dans un coin qu'on a commencé à évoquer. ça. Euh, Ok. j'espère que vous aurez trouvé ça intéressant. Et puis, ben, on va mettre le replay sur YouTube et sur Facebook et un peu partout pour ceux qui n'étaient pas là ce soir. Merci Bon, beaucoup, Dimitri. C'est un grand plaisir, clair et ah, servi par une belle trop expérience. bien. Bon, en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses à tous. Et puis oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas, effectivement. Mais c'est toujours un grand plaisir, je suis d'accord. Mesdames et messieurs, je vais vous virer. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Ouf, ça c'est fait. Et puis,